Bienvenue dans ce 26 minutes l'hebdo un peu spécial car je suis ravi de vous retrouver depuis cette ville du nord-est du Maroc. Une ville longtemps considérée comme étant la capitale culturelle du pays. Vous l'avez deviné, il s'agit de Fès. Fès avec son architecture médiévale. Évasion avec cette destination de rêve à vous couper le souffle, des moments intimes, des anecdotes croustillantes, l'actualité des célébrités. Et bien c'est ce qui vous attend dans ce 26 minutes l'hebdo spécial en direct de la ville de Fès. Voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, le dossier. Cette semaine, coup de projecteur sur cette institution qui fait rayonner l'excellence africaine à l'international, la Maison de l'Afrique. Créée en 1974 à l'initiative des présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Georges Pompidou de la France, la Maison de l'Afrique avait pour objectif premier de voir se créer à Paris un cercle de rencontres et un centre d'information permettant d'élargir le champ d'action des ambassades africaines en France et en Europe. Aujourd'hui, c'est une institution incontournable qui fait rayonner l'excellence africaine à l'international. 48 heures au cœur de la Maison de l'Afrique, c'est dans un instant, dans 26 minutes l'hebdo. Notre destination de rêve cette semaine, un des plus beaux riads de luxe à Fès, au Maroc. L'histoire commence lorsque deux pilotes de la Compagnie nationale française font l'acquisition d'un site qui a été restauré durant 10 ans pour donner vie à ce magnifique hôtel 5 étoiles en plein cœur de l'ancienne Médina de Fès. Vous découvrirez ce joyau exceptionnel dans cette édition. Secret de star, et c'est une star d'un calibre haut standing que nous recevons aujourd'hui. Carol Moseley Brown, première femme afro-américaine à être élue au Sénat des États-Unis et diplomate américaine. Elle a rejoint le Black Panther Party comme volontaire du programme des petits déjeuners pour les enfants défavorisés. Avocate et candidate aux élections primaires démocrates, c'est également la première femme à se présenter aux élections présidentielles américaines en 2004. Cette star de la politique américaine nous livre ses secrets de femme résiliente engagée pour la cause de l'Afrique. Certains d'entre vous la connaissent, particulièrement les entrepreneurs et d'autres non. Et pourtant vous devriez car elle est née pour vous faire briller. Il s'agit de la Maison de l'Afrique, située dans le très chic 16e arrondissement de Paris. La Maison de l'Afrique fait rayonner l'excellence africaine à travers le monde avec l'aide de l'ensemble de ses collaborateurs, accompagnés par un directeur général d'un nouveau genre, créateur de synergie. 48 heures en immersion au cœur même de la Maison de l'Afrique, c'est tout de suite dans 26 minutes l'hebdo. La Maison de l'Afrique, créée en 1974 à l'initiative des présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Georges Pompidou de la France, est bien plus qu'une institution. Fondée pour servir de cercle de rencontres et de centre d'information, elle a pour mission d'élargir le champ d'action des ambassades africaines en France et en Europe. Aujourd'hui, elle continue de porter haut les valeurs d'excellence africaines à l'international. C'était une idée lumineuse d'installer la Maison de l'Afrique à Paris. L'Afrique ancestrale a cet esprit Ubuntu. J'existe parce que l'autre existe. Mais l'Afrique ancestrale a plus de 6 siècles aujourd'hui. Elle n'existe plus. Son âme est partie. Et elle a été remplacée par une considération de la relation humaine qui n'est plus fondée sur l'union. Et dans la raison d'être de la Maison de l'Afrique, il y a ce lieu où l'Afrique s'unit pour travailler, pour partager, pour échanger, en impact positif pour la France. C'est un prêtre traditionnel. C'est un prêtre traditionnel. D'accord. Et donc, il me tient vraiment à cœur parce qu'il a une valeur inestimable quand on pense à son rôle qu'il jouait depuis l'Antiquité dans les villages. Donc, c'est un prêtre traditionnel qui s'appelle le Chozo. Tous ces objets vous résument en 5 minutes l'histoire du Togo. Et franchement, c'est une belle histoire. Mais je suis dans ma mission. Ma mission, c'est de faire découvrir à l'Afrique ce qu'est cette Maison de l'Afrique et en quoi elle peut contribuer à soutenir un certain nombre d'activités également qui sont faites dans les pays africains. C'est très important. Donc, je suis toujours ravi quand l'impact de cette présentation déclenche c'est très important. Chez mes interlocuteurs un intérêt pour la Maison de l'Afrique. Lors de notre immersion, nous avons accompagné le directeur général, Youssouf Kamara, à la Chambre de commerce de Paris, située à quelques pas du siège social de la Maison de l'Afrique. Cette journée marquée par le lancement d'un incubateur dédié aux entrepreneurs congolais a rassemblé 3 fonds d'investissement représentant pas moins de 3 milliards. En fin de journée, la signature d'un accord de collaboration avec l'ancien ministre de l'Énergie du Bénin a couronné une journée bien remplie.
Quand on lance un incubateur en République démocratique du Congo, qui est un des plus grands pays d'Afrique, moi j'ai une certaine fierté de donner accès à des projets qui vont pouvoir être implémentés dans ce pays-là. Il y a une espèce d'effet d'aimant de cette énergie que dégage la Maison de l'Afrique, dans laquelle je m'inscris, pour attirer à elle en fait des ondes qui permettent des connexions et des initiatives collaboratives qui créent de la richesse. Au lendemain de cette première journée d'immersion, Youssouf Camara reçoit le maire de l'île Saint-Denis, M. Mohamed Niabali. Cette rencontre, centrée sur le déploiement du dispositif pour les Jeux olympiques sur le territoire du maire, a réuni des partenaires influents qui ont répondu à l'invitation du directeur général. La Maison de l'Afrique, grâce à des leaders visionnaires comme Camara, continue de tisser des synergies essentielles pour le développement des entrepreneurs africains. Je me dois de nourrir ce trait d'union. Je crois que c'est ce qui explique que je suis moi-même un trait d'union entre les opérateurs, les diasporas, etc., qui travaillent pour l'Afrique. Depuis environ 2 ans, la Maison de l'Afrique a pris une toute nouvelle dynamique, plaçant l'interconnexion entre entrepreneurs au cœur de sa stratégie de succès. Le conseil d'administration, composé du président de la CCI de Paris et des présidents des CCI de 10 pays africains membres, joue un rôle clé dans cette transformation. Nos événements ne sont pas succès parce que l'événement a réussi, mais sont succès parce que ceux qui participent aux événements repartent avec une envie de travailler ensemble. Mon plus grand souhait pour la Maison de l'Afrique, c'est que dans 50 ans, il y ait un directeur général assis ici et qui puisse dire qu'il est fier et ravi de poursuivre l'œuvre que nous-mêmes avons contribué à poursuivre de ceux qui ont créé la Maison de l'Afrique en 1974. En créant des ponts entre l'Afrique, l'Europe et le reste du monde, la Maison de l'Afrique poursuit sa mission de faire rayonner et reflète la richesse, la diversité et le dynamisme des économies, des cultures et des arts africains, tout en étant évocateur et mémorable pour ce public qui prône l'excellence africaine. La destination de rêve cette semaine se situe à quelques encablures d'ici même. Née de l'inspiration de 2 hommes, 2 commandants de bord de la Compagnie nationale française, qui ont fait l'acquisition d'un bien et qui ont fait du Karawan Riyad un hôtel 5 étoiles, le luxe absolu. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Bienvenue au Karawan Riyad, un joyau niché au cœur de la Médina de Fès. Cet hôtel, 5 étoiles, merveilleusement restauré, incarne l'élégance et le raffinement du XVIIe siècle. Chaque recoin de cette belle bâtisse andalouse témoigne de l'attention méticuleuse des propriétaires, garantissant une expérience inégalée pour les clients les plus exigeants. Ici, chaque détail est pensé pour ravir et émerveiller. C'est un riad qui a réussi à combiner tout ce qui est marocain traditionnel avec une touche moderne. C'est un 5 étoiles de luxe, c'est un riad de la première catégorie. Alors, nous avons une clientèle très haut de gamme qui cherche une expérience très différente que dans d'autres établissements. Le Karawan Riyad propose 7 suites somptueusement décorées, chacune unique en son genre. Les antiquités originales, les tapis précieux et les œuvres d'art se mêlent harmonieusement au confort moderne, créant un cadre d'une beauté unique. Les espaces publics, comme la bibliothèque et le salon de thé, sont des havres de paix où l'on peut se ressourcer après une journée passée à explorer la Médina. C'est une invitation à l'émerveillement à chaque instant. Nous avons 7 suites, chacune est très différente de l'autre, avec une conception très différente de l'autre, une superficie différente. Le restaurant du Karawan Riyad est dirigé par un jeune chef talentueux qui sublime chaque repas. Le petit déjeuner est un point de départ primordial pour Iman Benani, la directrice. Elle le souhaite succulent et plein d'énergie pour ses clients aux petits soins. C'est une expérience gastronomique qui ravit les sens et comble les palais les plus raffinés. On tient vraiment à ce que les clients
démarrent leur journée ici avec cette magnifique vue et avec cette dose d'énergie de petit déjeuner. Tout est fait à la maison avec des produits 100% bio et 100% marocains. La visite guidée par la directrice générale, Iman Benani, révèle l'âme du Karawan Riyad. Avec son hammam traditionnel et ses massages apaisants, ce riad est une oasis de bien-être. Donc et là, on arrive au hammam. On offre une très belle expérience de 45 minutes de détente. Ici, on est au spa. C'est un petit espace de bien-être. On propose les différents massages. Le massage relaxant, le massage amincissant et surtout le massage des pieds. Parce qu'après une bonne journée de marche dans la Médina, on propose ce massage de pieds pour détendre un peu les clients et pour qu'ils soient prêts pour une autre aventure le lendemain. Bienvenue dans la suite royale, c'est la suite Jari. Aussi une de très très belles suites, la plus prestigieuse. Alors ici, on est dans le patio. Le patio peut servir pour les repas du petit déjeuner, du déjeuner et beaucoup plus le dîner. On a de très belles fontaines qui sortent de là, donc il y a l'eau qui sort de là pour couvrir les pieds pendant l'été. Alors ici, on est au salon de thé. Meilleur endroit pour se détendre aussi après une bonne journée de balade en Médina. Un moment de détente pour bien profiter de notre thé et de la pâtisserie marocaine. Iman nous dévoile la vision des propriétaires qui ont ramené le meilleur de leur voyage au bout du monde pour créer ce sanctuaire de luxe. Lorsque vous passez d'une pièce à une autre, d'une pièce du riad à une autre, vous voyagez dans le temps. Il y a un peu partout du monde entier ici au Karawan. Le Karawan Riyad est bien plus qu'un hôtel. C'est une destination de rêve où chaque séjour est une évasion inoubliable. Et c'est un portrait d'une totale exclusivité que nous vous offrons aujourd'hui avec Carol Mosley Brown, cette femme afro-américaine, première femme à se présenter en tant que candidate aux élections américaines, sénatrice, et également aujourd'hui à la tête d'une fondation à l'initiative des États-Unis pour aider au développement des pays africains. Fondation dont le siège devrait se retrouver ici même au Maroc. Je ne vous en dis pas plus, elle se confie dans Secret des Stars et c'est tout de suite. Senator Mosley Brown, thank you very much for being part of us tonight. It's a real great honor for us. Thank you for this invitation you did accept. You're in Paris. You seem to enjoy this city. What is the purpose of your trip? I love Paris, to begin with, but I'm also taking up my position as the chairman of the U.S. Africa Development Foundation, and that covers the rest of the continent. And Paris is kind of a jumping off spot for Africa. And I'm looking forward to traveling the continent, seeing where the projects are that have already been funded, talking to people who are interested in development and in helping people live better lives. And that's what I see my mission as being. Can you share some of your earliest memories of attending political meetings with your father and tell us how they influenced your interest in politics? I had no idea I was interested in politics. I didn't. It just kind of happened to me. You're right, I started off going to meetings with my father, who was very active with workers' rights and things like that. So I got a lot of that from him. And then I became an assistant United States attorney. I'm a lawyer, so I started off just basically enforcing the law. And my dad said I was a paper pusher for the government. I become an assistant U.S. attorney, you're going to call me a paper pusher for the government. But anyway, and so from there, my career took off. And quite frankly, I became a politician around the time of my son's birth. When my son came into the world, I didn't know I was going to be in politics, but I was involved in an environmental effort in the community. Okay. And we didn't win, but out of that, some of my neighbors came and said, you know, we really like what you had to say and the way you said it, and would you be interested in running for state rep? And our state representative was retiring,
And so I said, well, no, I don't think so. And then a guy came and challenged me and said, don't run. You can't possibly win. The blacks won't vote for you because you're not part of the Chicago machine. The whites won't vote for you because you're black. And nobody's going to vote for you because you're a woman. Well, that was all I needed to hear. So I said, where do I sign up for this job? Let's go back on a period of your life. How did your experience growing up in the Oakwood neighborhood, known as the Bucket of Blood, shape your perspective on social justice and community activism? It really did. And what had happened in my case was my family, we started off very middle class in almost suburban kind of an environment. Then when my parents got divorced, we moved in with my grandmother in the neighborhood you described, Bucket of Blood, Oakwood. And it was a rough and tumble neighborhood. And what it did for me, it made me see a part of the black experience in the United States that I frankly was unaware of. And it was a good thing. I mean, in hindsight, I mean, at the time it might have been hard, but in hindsight, I'm glad it happened because it gave me a different view of how issues impact people. You know, we have these debates about issues and the like, and arguments, whatever, but the real issue is how does it improve, or does it improve the quality of life for everyday people? And that's really kind of been my guiding light ever since in government. How is this decision going to impact ordinary, everyday people in their lives? What kind of woman you were and what kind of woman you are today? I'm still the same person, I hope. I have tried very hard to stay the same person. And I've been blessed, frankly, in that I've been able to just kind of move along a path. It has not always been easy, but I've been able to move along, and I keep moving up. I keep succeeding because I don't give up. I just keep pushing away at things, and so far it's worked for me. How my brothers in the youth, my African brothers, because they're black, to be honest, when I say, where are you from? And they say, oh, I'm from New York, I'm from a country in the States. But they never say somewhere in Africa. Because they don't know. Nobody kept records in those days. And in fact, I went to Gorée Island in Senegal. And it broke my heart because I saw the conditions in which these African slaves were kidnapped and taken in on boats, you know, anonymously. And, you know, imagine you're in a space smaller than this room with 500 people, all speaking different languages, no bathrooms, nothing. I mean, and taken off, you don't know where you're going. And that's what happened. And so Gorée Island was, for me, a real education. It brought tears to my eyes, of course, but the reality is that black people in the United States, in the main, don't know their ancestry in terms of the continent. They don't know what part of the continent they're from. And they almost can't find it because one of the very popular shows on television is called Finding Your Roots. And they do even DNA, trying to find what's the connection, where's this person's ancestor come from. And they find it very difficult. When they get past the slave trade, they have a hard time designating what part of the continent that person might be from. It's a journey of discovery. That was one of the things I really liked about taking on the chairmanship of this development foundation, because it'll give me a chance on the real side to get engaged with Africans trying to build a better future, and people from all over the world, because the foundation is supported by donations from people all over the world. There's an appropriation from the United States Congress, the Senate as well. But really, the foundation functions based on, in addition to that appropriation, on donations from people all over the world who want to give the African people a better shot, a better chance in making it in the current world. What are the next very important dates in your new responsibility? Well, I'm actually going back to Washington because President Biden is hosting the President of Kenya for a state dinner, and I'm going back for that. And then I'll come back to Africa, to Morocco, because I'm hoping to get established in Morocco because as a stepping stone into the rest of the continent. That's North Africa, and frankly, I think has been neglected by the foundation and other
when people talk about Africa, they don't think about North Africa. They think really about West Africa, South Africa, East Africa, but not North Africa. And why that's so, I'm not, it may be language, I don't know if it's language or what, but the fact is that I think it's important that we be inclusive and cover the entire continent and give everybody a voice that we can, and do we can to help development wherever on the continent it may be taking place. Senator, in 1992, you made history as the first African-American woman elected to the US Senate. Can you describe what that milestone meant to you personally and professionally? Well, professionally, it launched me into hyperspace. And so it was a different set of dynamics than I had anticipated. Personally, it was also that kind of a dramatic change. I had not expected or anticipated any of this. It was not part of my plan. I was a lawyer. I was going to practice law, go to court, and hold forth for a client or whatever. But as it turns out, I wound up stepping into this arena in which all the current issues come to bear. People clash around ideas and about visions and philosophies. And it becomes very important that you are clear in who you are, so you can hold forth and be true to whatever that is. And so I always was, and that's what's kept me surviving all this time. My attitude was, here I am, I don't know if you like it or understand it, but this is who I am, and this is what I bring to the table, and I'm going to speak out for the people that I know can't speak for themselves. What is the best way to be a self-confident woman as you are? I think that the most important thing is that you believe in yourself, and that you believe that you can contribute, and that you follow your dreams and don't give up. I mean, those things, to me, have been the key to my survival, and I hope it's the key to someone else's survival, that they'll not just survive, but thrive. And just, again, don't give up. Just be who you are and be your authentic self. I know I sound like someone else, and I'm saying talk about that, but the fact is, if you are who you are authentically, and you're honest with people, and you try to help, genuinely try to help, you can't go wrong. What is your wishes for Africa? Oh, I'd love to see Africa come into its full potential, because there's so much, everything that you want in the world can be found on the African continent. I mean, the diaspora has got so much to give to the rest of the world. And I think given an opportunity to give it in a fair way, overcoming poverty, overcoming all these expressions, human expressions, that are not positive for our people, is my mission. And whether it's poverty or war or unequal treatment, people being mean to each other, whatever, those are the kinds of things I set my heart on. And I just hope that the good Lord gives me a chance to do that and to be an advocate for peace and prosperity throughout Africa. Thank you very much. Thank you very much, Senator. My pleasure. It's as I said previously, it's a very great honor for us to have you today and to listen to you, listen to your mindset, your motivations, and it's hopefully we will be there to help you to achieve them. Bless you. Okay, thank you very much. Chers téléspectateurs, nous avons une surprise exceptionnelle pour vous. Vous avez adoré découvrir le Karawan Riyad, ce magnifique hôtel 5 étoiles niché dans l'ancienne Médina de Fès, notre destination de rêve. Maintenant, nous vous offrons la chance de vivre cette expérience inoubliable en personne. Participez à notre jeu concours et tentez de gagner un week-end pour deux au Karawan Riyad. Profitez d'un séjour luxueux dans l'une de ces somptueuses suites, goûtez à la délicieuse cuisine du chef local et détendez-vous dans le hammam traditionnel. Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de 26 minutes l'hebdo et laissez-vous guider. Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre un moment de pur enchantement dans l'une des destinations les plus fascinantes du monde. Bonne chance à tous. Et c'est la fin de ce 26 minutes l'hebdo spécial Fès depuis le Maroc, où j'ai été ravi de découvrir l'hospitalité des Marocains. J'espère que vous aussi, vous aurez l'occasion d'y séjourner, peut-être grâce à notre jeu concours. Dans tous les cas, la suite de 26 minutes l'hebdo, c'est sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.